Un bal masqué cache bien plus que de la danse ce soir. Bienvenue chez Détective Eternos. Je suis votre hôte Louis. Partagez le mystère. D'où regardez-vous? Vos réflexions illuminent toujours ce voyage. Découvrons la vérité ensemble. Marchmont Square, avec ses rangées soignées de maisons géorgiennes et son élégant jardin en son centre, était le genre d'endroit à l'abri du scandale. Les ormes bruissaient doucement dans la brise de fin septembre, les rues pavées brillaient après une pluie récente, et le bruit occasionnel d'une roue de voiture ou le claquement de bottes cirées étaient les seules interruptions de son atmosphère paisible. Aux yeux de ses résidents de longue date, c'était un modèle de vie londonienne respectable. Ce jeudi matin-là, cependant, Marchmont Square vibrait d'une impatience inhabituelle. La raison en était le bal masqué tant attendu de Madame Elspeth Durning. Les invitations, envoyées des semaines à l'avance sur des cartons épais de couleur crème, portaient l'élégant griffonnage de Madame Durning et la promesse d'une soirée de mystère, de musique et de gaieté. Un tel événement était rare dans leur paisible enclave, et toute personne de rang social, ou du moins aspirant à y assister, y participait. Madame Durning était elle-même une veuve fortunée qui, selon la rumeur, avait hérité non seulement de la maison de ville de son défunt mari, mais aussi d'une modeste fortune de sa famille. Elle avait un goût prononcé pour le théâtre. Ses réceptions comportaient toujours des décorations élaborées, des divertissements originaux et une liste d'invités mêlant les piliers habituels de la société à une ou deux apparitions inattendues qui faisaient jaser. Parmi les destinataires de son invitation, curieusement, se trouvait pauvre Mademoiselle Jane Marple, qui avait passé 15 jours à Londres pour rendre visite à son neveu Raymond et à sa femme Joanne. Madame Durning n'avait rencontré Mademoiselle Marple qu'une seule fois, lors d'un thé de charité quelques mois auparavant, et pourtant elle avait immédiatement exprimé un coup de cœur pour l'intelligence tranquille de la vieille fille. Était-ce sincère ou simplement une excentricité sociale consistant à inviter quelqu'un de légèrement décalé? Personne ne pouvait le dire. Miss Marple, pour sa part, accepta avec un intérêt poli. « On peut en apprendre beaucoup sur les gens », fit-elle remarquer à Joanne en les observant lorsqu'ils se croient à moitié cachés, que ce soit derrière un masque ou une performance sociale. Le soir du bal, l'hôtel particulier de Durning était transformé. Des lanternes dorées et d'un rouge profond brillaient aux fenêtres, et la porte d'entrée était flanquée de 2 valets de pied en livrée vénitienne. Les salons s'ouvraient sur un long espace drapé de soieries et imprégné des douces notes d'un quatuor à cordes. Les invités flottaient dans un voile de satin, de velours, de plumes et de dentelles, leurs visages dissimulés par des masques ornés. L'atmosphère était élégante, teintée d'un secret espiègle, propice au commérage et aux échanges de regards. Miss Marple, vêtue d'une douce robe gris tourterelle et coiffée d'un simple masque de dentelle, était assise tranquillement dans un fauteuil d'angle, son tricot sur les genoux. Elle semblait une observatrice discrète, se contentant d'observer les allées et venues sans trop s'y masser. En réalité, elle remarquait les subtilités de ceux qui recherchaient de la compagnie, de ceux qui s'attardaient trop sur une conversation, et de ceux qui semblaient anxieux plutôt que joyeux. Madame Durning, resplendissante dans sa soie émeraude et son demi-masque doré, faisait sa tournée, offrant de charmants compliments à chaque invité. À ses côtés se trouvait son filleul, Anthony Redmayne, un homme grand et bien habillé, d'une 30aine d'années, aux manières tour à tour assurées et distraites. Il semblait connaître tout le monde, et pourtant son regard scrutait la foule comme s'il attendait ou redoutait l'arrivée de quelqu'un. Au fond de la salle, un groupe s'était rassemblé près du buffet. Madame Lydia Harcourt, élégante et décontractée, vêtue d'une robe noire ample, M. Owen Carfax, avocat réputé pour ses contre-interrogatoires percutants, et Madame Vivian Leigh Watson,
une femme menue et pétillante dont le rire était toujours un peu excessif. Leur conversation, bien que légère en apparence, avait la tension de ceux qui abordent un sujet plus profond. Peu après 9 heures, un frémissement inattendu parcourut l'assemblée. Les portes doubles de la salle à manger s'étaient ouvertes, révélant un somptueux dîner. Juste à côté se tenait un retardataire, masqué d'argent et vêtu d'une cape à dominos raffinée. Ce nouveau venu retira son masque avec une lenteur délibérée, révélant le visage saisissant de Sir Alistair Brent, un homme dont le nom suscitait à la fois admiration et scandale. Autrefois collectionneur d'art renommé, Sir Alistair avait passé l'année écoulée à l'étranger sous le coup de soupçons après un malentendu concernant la disparition d'une miniature de la Renaissance. Les réactions furent mitigées, surprise pour certains, gêne pour d'autres, et, chez Madame Durning, un sourire malicieux suggérait qu'elle avait orchestré ce petit choc. Sir Alistair s'inclina légèrement devant son hôtesse, puis se dirigea vers le buffet, où le sourire de Madame Harcourt se fit nettement plus ferme. Les aiguilles de Miss Marple s'immobilisèrent en plein clic. Elle avait déjà vu cette expression, en d'autres lieux et dans d'autres circonstances, sur le visage de femmes qui se retrouvaient soudain en présence de quelqu'un qui en savait beaucoup trop sur leur passé. La soirée se déroula en paillettes et en petits drames, le dévoilement à minuit, les subtiles taquineries sur les identités devinées et confondues, le flux et le reflux, des conversations privées dans les coins tranquilles. Pourtant, peu après 11h30, la gaieté s'estompa. Une servante, pâle et tremblante, apparut aux côtés de Madame Durning, chuchotant avec insistance. Les yeux de Madame Durning s'écarquillèrent, puis se rétrécirent. Elle s'excusa, son filleul la suivant. Quelques minutes plus tard, la rumeur se répandit. Sir Alistair Brent avait été retrouvé dans la petite bibliothèque au fond de la maison. Une carafe de cognac était ouverte sur la table à côté de lui, un verre renversé, et son visage exprimait une expression de choc soudain. Le médecin, appelé en toute hâte parmi les invités, confirma qu'il ne s'agissait pas d'une mort naturelle. La mascarade se transforma en chaos, les masques furent retirés, les voix s'élevèrent, et le sang-froid autoritaire de Madame Durning ne vacilla que légèrement lorsqu'elle demanda que personne ne parte avant l'arrivée de la police. Le commissaire Mallory, un homme blond et vif, à l'allure de quelqu'un habitué à l'action décisive, prit les choses en main dans l'heure. Miss Marple resta dans son coin pendant une grande partie du premier interrogatoire, son tricot soigneusement rangé dans son petit sac à main. Elle écoutait et remarqua qu'Anthony Redmayne évitait certains regards, que Madame Harcourt lissait sans cesse ses gants, et que Madame Leigh Watson semblait bien trop intéressée par la personne à qui la police s'adressait en premier. Elle se souvenait aussi de l'arrivée de Sir Alistair, des regards chargés échangés, de la façon dont certaines conversations s'étaient interrompues au milieu d'une phrase. Pour la plupart, ce fut une tragédie choquante et inexplicable. Pour Miss Marple, ce fut le début d'une énigme qui, comme elle le savait bien, ne serait résolue ni par des masques, ni par des alibis, ni par des preuves formelles, mais par la vérité que les gens dissimulaient dans les plus petits gestes et les plus brèves expressions. Elle joignit les mains, un léger sourire effleurant ses lèvres. On pensait que les masques cachèrent la vérité, mais d'après son expérience, ils la révélaient souvent, mais pas comme celui qui les portait l'avait prévu. Le lendemain matin, l'éclat du bal masqué de Madame Durning avait disparu de Marchmont Square, laissant place aux sinistres vestiges d'une mort subite. La rue était inhabituellement calme, comme si les maisons elles-mêmes s'étaient repliées sur elles-mêmes. Les rideaux tremblaient au moindre bruit, et le laitier, faisant sa tournée, fut accueilli non par les échanges polis habituels, mais par des questions posées à voix basse et enthousiaste. La nouvelle s'était rapidement répandue. Sir Alistair Brent, retrouvé mort dans la bibliothèque de Madame Durning avant minuit, était désormais au cœur de toutes les conversations.
Certains disaient que c'était son cœur, bien qu'il eût semblé en parfaite santé, d'autres qu'il avait été empoisonné. D'autres encore évoquent des hypothèses plus sombres impliquant des dettes, une trahison et des ennemis rencontrés dans des salons étrangers. La police était partie tard dans la nuit, sa présence subsistant sous la forme de traces de bottes boueuses sur les marches de la maison et du souvenir des instructions fermes du commissaire Mallory interdisant à tous les invités de quitter la ville sans l'en informer. Ce décret à lui seul avait suffi à faire parler les habitants les plus excités de l'incident comme d'une enquête pour meurtre, bien que peu d'entre eux s'aient eu des preuves à fournir. Miss Marple, prenant son petit déjeuner tranquillement avec son neveu Raymond et sa femme Joanne, écoutait avec une attention modérée Raymond lire à haute voix le journal du matin. Le récit était bref et prudent. Décès inattendu lors d'une réunion sociale. Aucun acte criminel n'a été confirmé. L'enquête est en cours. Sir Alistair n'est mentionné qu'en passant, soulignant sa réputation de collectionneur et son récent retour du continent. Fais confiance aux journaux pour faire croire à un changement de temps, remarqua Raymond en pliant la page. Ils auront bientôt toute l'histoire. J'imagine que la police a fort à faire, la moitié de la capitale voulant jouer les détectives amateurs. Joanne, beurrant des toasts, jeta un coup d'œil à Miss Marple. « J'imagine que vous avez remarqué pas mal de choses hier soir, tante Jane. » « Comme toujours. » Miss Marple sourit faiblement. On ne pouvait s'empêcher de remarquer que l'arrivée de Sir Alistair avait profondément contrarié certaines personnes. D'après mon expérience, cela en dit souvent plus long que les circonstances immédiates d'un décès. Joanne rit légèrement. « Tu parles de Madame Harcourt? On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. » Elle regarda, dit doucement Miss Marple, comme si elle avait vu un problème qui pourrait bientôt nécessiter une explication. La conversation fut interrompue par l'arrivée de Madame Carberry, une voisine de 2 maisons plus loin, qui entra avec l'air de quelqu'un qui attendait des nouvelles urgentes. Son chapeau était légèrement de travers à cause de sa marche rapide, et ses yeux brillaient du plaisir d'être la première à livrer la dernière bouchée. « Mes chers, vous n'allez pas croire ce que je viens d'entendre, » commença-t-elle, en baissant la voix jusqu'à un murmure inutilement théâtral. Margaret, la femme de chambre de Madame Durning, vous savez, celle qui a dit à notre cuisinière que la fenêtre de la bibliothèque avait été trouvée ouverte. Imaginez. Et par une nuit comme la dernière, avec toutes sortes de gens qui allaient et venaient, n'importe qui aurait pu s'y glisser. Raymond haussa un sourcil. « Vous voulez dire que quelqu'un est entré dans la maison, empoisonner le brandy de Sir Alistair et repartir sans prévenir ?» Madame Carberry renifla, indifférente à l'improbabilité. Des choses plus étranges se sont déjà produites. Et Margaret jure avoir entendu des voix fortes venant de la bibliothèque juste avant l'annonce du dîner. Elle dit que l'une d'elles était celle de Sir Alistair, mais qu'elle n'arrivait pas à identifier l'autre. Miss Marple se servit une autre tasse de thé. « Margaret est une fille futée, » dit-elle doucement. « Elle remarque les choses. J'aimerais cependant savoir si elle a remarqué cette fenêtre avant ou après l'arrivée de la police. La mémoire, surtout quand on se sent important, peut être très complaisante. » Madame Carberry parut un peu découragée par cette nouvelle, mais se reprit rapidement. « Eh bien, j'ose dire que nous en saurons plus bientôt. Le surintendant Mallory est réputé pour être un homme très méticuleux, et ils ont déjà commencé à parler aux invités ce matin. En effet, en milieu de matinée, plusieurs des personnes présentes la veille avaient été convoquées pour témoigner. Anthony Redmayne a été vu quittant le commissariat, l'air sombre, ignorant les salutations de ses connaissances. Madame Vivian Leigh Watson, au contraire, est ressortie avec un soupir exagéré et une remarque sur l'épuisement que cela représentait, surtout lorsqu'on n'avait rien fait de mal. Sur la place elle-même, de petits groupes d'habitants se rassemblent près des grilles, discutant de chaque détail dont ils se souviennent ou qu'ils inventent.
Certains étaient préoccupés par le choc social que le bal de Madame Durning avait gâché, sa réputation peut-être entachée. D'autres spéculent sur la cause de la mort de Sir Alistair, toutes plus élaborées les unes que les autres. Miss Marple, se promenant lentement le long de l'allée du jardin au centre de la place, passa suffisamment près pour entendre des bribes de ces conversations. Ce qui l'intéressait le plus n'était pas le contenu des théories, mais les noms qui revenaient toujours, les trois mêmes, Madame Harcourt, Monsieur Carfax et Anthony Redmayne. Les liens entre eux étaient flous, mais il y avait une certaine cohérence dans leur apparition, comme si leur présence dans le récit des événements de la nuit précédente ne pouvait être totalement ignorée. Sur le banc le plus éloigné, elle rencontra Madame Durning elle-même, assise avec raideur, parlant à voix basse au commissaire Mallory. Ce dernier salua Miss Marple d'un bref hochement de tête avant de poursuivre sa conversation. Les mains de Madame Durning étaient fermement jointes sur ses genoux, son calme habituel remplacé par une sorte d'agitation contenue. « Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver sous mon toit, » disait-elle. « Si j'avais su, si j'avais eu la moindre idée... » La voix de Mallory était calme, mais ferme. « L'important, madame, c'est d'être précis. Vous dites que Sir Alistair ne vous a informé de son intention de venir qu'hier? »« C'est exact, » répondit Madame Durning. « Il m'a envoyé un mot dans l'après-midi, disant qu'il était rentré à Londres et avait entendu parler du bal. J'imagine que ce serait plutôt osé de l'inviter. Il était haut en couleur, à sa manière. » Miss Marple, s'arrêtant juste le temps de les saluer, reprit sa marche, son esprit ruminant ce détail. Une invitation de dernière minute, même pas, mais une acceptation sans invitation, signifiait que la présence de Sir Alistair n'était pas prévue par l'hôtesse. Les réactions visibles à son arrivée n'en étaient que plus révélatrices. En fin d'après-midi, la place était plongée dans une sorte de silence d'attente. La police, méthodique, appelait les invités un par un, tandis que les autres spéculaient et bavardaient derrière les rideaux tirés. Les plats du dîner de la veille furent enlevés, les lanternes éteintes et les domestiques de Madame Durning s'activèrent avec une hâte contenue, comme s'ils mangeaient non seulement les débris d'une fête, mais aussi les traces d'un événement indésirable. Miss Marple rentre chez Raymond juste au moment où les allumeurs de réverbères commençaient leur ronde. Joanne l'accueillit à la porte avec des nouvelles d'un autre côté. « On raconte, commença-t-elle, que Sir Alistair avait été vu en visite chez un notaire en début de semaine au sujet d'un legs. Personne ne semble connaître les détails, mais l'affaire a fait grand bruit chez certains. Miss Marple retire ses gants avec un soin délicat. Un legs suscite souvent des sentiments qu'on aurait préféré ne pas exprimer en public. Il peut amener les personnes les plus respectables à adopter un comportement inattendu. » Joanne fronça les sourcils. « Tu ne veux pas dire ?»« Je veux dire, » dit doucement Miss Marple, « qu'il ne faut jamais oublier combien la surface de la civilité peut être mince quand il s'agit de propriété ou de réputation. On verra, ma chère, on verra. » Sur ces mots, elle reprit place dans le salon, son tricot à la main, le cliquetis discret de ses aiguilles rythmant ses pensées. Quelque part parmi les masques de la nuit précédente, littérales ou non, se trouvait la vérité sur la mort de Sir Alistair Brent. Et Miss Marple, sans l'annoncer à personne, avait déjà commencé le patient travail de découverte. Le lendemain matin, une lumière pâle et incertaine apparut, de celle qui semblait atténuer la couleur des feuilles d'automne de Marchmont Square. L'air était frais et humide, porteur de l'énergie tamisée d'un lieu en attente de nouvelles. Pour les habitants, la journée commençait non pas avec leurs routines habituelles, mais avec un sentiment de quiétude. Espérance. Il y avait une entente tacite selon laquelle l'enquête du surintendant Mallory entrait désormais dans une phase plus sérieuse. À 9h30, le surintendant arriva de nouveau à la maison de Madame Durning d'un pas vif et d'un air professionnel. La nouvelle se répandit presque instantanément.
Les interviews reprirent et le bruit courut que certains invités du bal allaient être interrogés plus en détail. Le temps que Mallory accroche son chapeau et son manteau dans le couloir, un petit groupe de badauds s'était formé à une distance discrète à l'extérieur, leur présence justifiée, du moins dans leur esprit, par des courses qui les conduisent par hasard devant la maison. À l'intérieur, la salle à manger avait été transformée en salle d'interrogatoire improvisée. La longue table en acajou avait été écartée, et 2 chaises se faisaient face au centre du tapis. Le sergent Fielding, homme posé et discret, veillait au bon déroulement du programme, appelant chaque personne d'un signe de tête respectueux. La première à être convoquée ce matin-là fut Madame Lydia Harcourt. Vêtue d'un tailleur prune foncé et d'un chapeau assorti, elle entra avec un calme presque trop délicat. Ses mains gantées reposaient soigneusement sur ses genoux tandis qu'elle prenait place en face de Mallory. « Tu connaissais bien Sir Alistair ?» commença Mallory. Madame Harcourt hésita un peu trop longtemps avant de répondre. « Je l'avais déjà rencontré à l'occasion. Notre relation était de nature mondaine. Et pourtant, continua Mallory, des témoins ont observé que vous aviez l'air surpris, affligé, même lorsqu'il est arrivé au bal masqué. » Elle sourit faiblement, mais sans que ses yeux soient atteints. Une surprise, assurément. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Le regard de Mallory s'est aiguisé. Votre surprise était-elle liée à sa présence à Londres ou au fait qu'il se trouvait chez Madame Durning? Miss Marple, qui avait été invitée par Madame Durning à s'asseoir tranquillement dans le salon attenant à la salle à manger, entendit la voix de Madame Harcourt s'élever légèrement lorsqu'elle répondit. « Monsieur le surintendant, il n'y a rien d'extraordinaire à trouver un invité inattendu à un tel événement. Je vous assure que ma réaction n'a pas été plus grave. » Mais Miss Marple, ses aiguilles à tricoter bougeant à un rythme régulier, pensait que les gens avaient rarement besoin d'assurer les autres de quelque chose, à moins qu'il y ait une raison d'en douter. Puis vint Anthony Redmayne, le filleul, qui entra avec une impatience à peine contenue. Ses réponses étaient saccadées, sa posture agitée. « Vous avez parlé à Sir Alistair dans la soirée » a déclaré Mallory. « Oui » répondit brièvement Anthony. « Il me félicita pour mon récent travail avec le cabinet d'architectes. Rien de remarquable. » Mallory se pencha en avant. « Et tu ne lui as pas parlé plus tard, juste avant sa mort ?» La mâchoire d'Anthony se serra. « Non. J'étais avec Madame Leigh Watson et Monsieur Carfax dans le salon. » Miss Marple, bien qu'absente de la pièce, entendit le léger craquement de sa chaise tandis qu'il se déplaçait. Elle avait déjà remarqué sa façon d'éviter le regard de certains invités la veille, comme s'il craignait que ce regard croisé ne trahisse un non-dit. Lorsque Madame Vivian Leigh Watson arrive à son tour, elle apporta avec elle un nuage de parfum et un air de drame simulé. « Mon cher surintendant, je ne vois vraiment pas qui pourrait vouloir du mal à Sir Alistair. C'était un homme charmant, même si, bien sûr, certaines personnes avaient des différends avec lui. » La voix de Mallory était neutre. « Des différences? Ah, les petites choses. Des disputes autour de vente d'œuvres d'art, une altercation occasionnelle lors d'une exposition. On entend des choses. Mais je vous assure que je n'ai jamais rien pris au sérieux. » Elle rit légèrement, le son un peu trop long. Miss Marple leva les yeux de son tricot, les yeux légèrement plissés. Cette gaieté forcée était le genre de chose qu'elle avait souvent vu chez les gens qui riaient, pour dissimuler le fait qu'ils surveillaient attentivement l'accueil réservé à leurs paroles. À midi, Mallory disposait de quelques déclarations, mais de peu de preuves tangibles. Les faits immédiats restaient les suivants. Sir Alistair était arrivé sans y être invité, avait été vu en conversation, selon au moins un domestique, avec quelqu'un peu avant sa mort, et était mort subitement après avoir bu un verre de cognac. Lors du déjeuner chez Raymond, Miss Marple repensa à sa matinée. Raymond lui-même voyait dans ses ragots un voile de fumée, mais Joanne était plus pensive. « Cela paraît étrange, tante Jane, dit-elle,
que l'apparition de Sir Alistair ait provoqué une telle tension. On le voyait à la réaction de certaines personnes. « Oui, ma chère, » répondit doucement Miss Marple. Quand quelqu'un semble perturber l'ordre social, ceux qui ont des secrets sont toujours les premiers à le remarquer. Cet après-midi-là, Miss Marple fait une petite promenade jusqu'au jardin au fond de la place. Là, elle rencontra M. Owen Carfax, assis sur un banc, un journal plié sur les genoux. Il la salua poliment, mais elle sentit qu'il n'était pas d'humeur à bavarder. « Quelle triste affaire !» dit-il finalement en désignant vaguement la maison de Madame Durning. « On se demande comment la police va démêler tout ça. On se demande, acquiesça Miss Marple d'un ton léger. « Vous connaissiez Sir Alistair ?» Carfax haussa les épaules, évasif. « Seulement en passant. Nos chemins se croisèrent lors de divers événements. C'était parfois difficile. » Miss Marple incline la tête. « Les collectionneurs de belles choses le sont souvent. Il y a tellement de concurrence, vous savez. » Ses yeux se posèrent sur elle, comme s'ils pesaient la profondeur de sa remarque, avant qu'il ne sourit faiblement et ne se lève pour partir. En début de soirée, le surintendant Mallory avait discrètement désigné Madame Harcourt, Anthony Redmayne et Owen Carfax comme ses principaux sujets d'intérêt. Chacun d'eux avait une raison plausible de détester Sir Alistair et chacun avait été en mesure, du moins théoriquement, d'atteindre la bibliothèque dans les moments cruciaux précédant sa mort, ce que Mallory ignorait encore et ce que Miss Marple commençait à soupçonner, c'est que la réponse ne se trouverait pas dans les rivalités évidentes ou les désaccords passés. Elle se trouverait plutôt dans un détail, un événement facilement négligé, déjà manifeste, mais dont personne d'autre n'avait encore saisi l'importance. Alors que le crépuscule tombait sur Marchmont Square, les lampadaires s'allumèrent et les premiers brins de brume commencèrent à onduler le long des grilles. Dans son salon silencieux, Miss Marple enroula son écheveau de laine et le rangea soigneusement. Rien ne pressait. Ces choses, elle le savait, étaient comme de la broderie. Chaque point devait être placé dans son ordre pour que le tableau entier puisse être perçu. Et elle, mieux que quiconque, comprenait la patience nécessaire pour voir le motif émerger. Le jour suivant s'annonça plus radieux que le précédent, même si le soleil d'automne ne parvenait guère à apaiser l'atmosphère qui planait sur Marchmont Square. Les habitants s'impatientaient, la nouveauté d'un meurtrier. Le meurtre avait été remplacé par la conscience désagréable que quelqu'un de leur entourage pouvait en être responsable. Les portes, autrefois entr'ouvertes, étaient désormais fermement fermées, et les conversations se réduisaient à des murmures à l'approche des pas. Le commissaire Mallory, après avoir passé les premières heures à examiner les déclarations de la veille, retourna au domicile de Madame Durning. Son attitude était vive, mais son regard trahissait une certaine lassitude à force de poursuivre des théories prometteuses à première vue, mais qui s'évaporent à un examen plus approfondi. 3 personnes restaient dans sa ligne de mire, Madame Harcourt, Anthony Redmayne et Owen Carfax, mais aucune n'avait fourni les preuves concluantes qui lui auraient permis de procéder à une arrestation. Miss Marple, comme toujours, garde ses distances. Elle n'avait pas été officiellement impliquée dans l'enquête. Mallory n'était pas du genre à solliciter une aide spontanée, mais Madame Durning, percevant peut-être la valeur d'un esprit qui ne manquait de rien, l'avait invitée à prendre le thé ce matin-là. Miss Marple arriva promptement, sa petite silhouette et ses manières douces contrastant agréablement avec la tension qui régnait dans la maison. Madame Durning l'accueillit avec une certaine élégance lasse. « Jane, ma chère, je ne peux vous dire à quel point ces derniers jours ont été éprouvants. Les domestiques sont à cran, mes amis viennent rarement, et la police, elle, est bien intentionnée, mais elle semble déterminée à imaginer le pire. Ils doivent le faire, répondit doucement Miss Marple, afin d'éviter de manquer la vérité. Le service à thé était disposé dans le petit salon, à l'écart de la circulation principale de la maison. De là,
On entendait de temps à autre des pas ou des murmures entre Mallory et ses hommes, qui discutaient avec l'une des femmes de signe de chambre dans le hall. Miss Marple, se versant une modeste tasse de Darjeeling, laissait son regard vagabonder sans en avoir l'air. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange sur une table basse près de la fenêtre, un petit plat en argent, vide à l'exception d'une dragée. Le plat était en argent fin de l'époque géorgienne, faisant manifestement partie d'un service plus vaste. Mais ce qui retint son attention, ce ne fut pas son style. C'était le fait que la dragée était cassée en deux, le cœur poudreux s'effritant légèrement. On aurait dit qu'elle avait été posée à la hâte, peut-être plusieurs jours auparavant, et oubliée. Ce plat, remarqua Miss Marple avec désinvolture, a-t-il été utilisé pendant le bal? Madame Durning jeta un coup d'œil. Oh oui, j'avais plusieurs plats de ce genre, chacun garni de douceurs différentes. Les gens semblaient les apprécier. Miss Marple sirotait son thé. « Et ils ont été réapprovisionnés dans la soirée? » Madame Durning hésita. « Je crois que oui. Margaret ou Alice l'auraient en fait. » L'amande brisée s'immisça dans l'esprit de Miss Marple, sans qu'elle en dise plus. Elle avait appris depuis longtemps que les plus petits détails, examinés au bon moment, pouvaient démêler les mensonges les plus soigneusement tissés. Leur thé fut interrompu par l'arrivée d'Anthony Redmayne, pâle et aux traits tirés. Il les salua poliment, mais son regard vers Madame Durning laissait transparaître une pointe de tension. « Tante Elspeth, commença-t-il, Mallory veut me parler à nouveau. Je n'ose imaginer ce qu'il espère obtenir de plus. » La voix de Madame Durning était fermée. « Tu répondras à toutes ces questions, Anthony. Nous n'avons rien à cacher. » Miss Marple le suivit des yeux tandis qu'il partait. Ses mouvements étaient précipités, presque agités, comme s'il craignait que l'immobilité ne laisse surgir des pensées indésirables. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple fit une lente promenade sur la place. Elle s'arrêtait de temps à autre pour saluer ses connaissances, mais son esprit était occupé par l'amande cassée et sa possible signification. Après tout, la nourriture était l'un des vecteurs les plus faciles de malveillance et l'un des plus négligés lors d'un événement social. Près du côté ouest de la place, elle rencontra Madame Harcourt, qui supervisait la livraison d'une nouvelle boîte à chapeaux de sa modiste. « Bonjour, mademoiselle Marple, » dit Madame Harcourt d'un ton cordial mais posé. « J'ai entendu dire que la police n'avait pas encore tiré de conclusion. »« C'est vrai, » répondit aimablement Miss Marple. « Ces choses-là se jouent souvent sur de petites observations. On ne sait jamais quelle bagatelle aura de l'importance. » L'expression de Madame Harcourt ne vacilla que brièvement, mais suffisamment pour que Miss Marple le remarque. Un mouvement rapide du regard, un pincement des lèvres. Pas forcément de la culpabilité, mais la reconnaissance que des broutilles pouvaient effectivement être dangereuses pour les mauvaises personnes. En début de soirée, tandis que les réverbères s'allument, Miss Marple se retrouve assise dans le salon douillet de Joanne, racontant les rencontres de la journée. Joanne fut intriguée par l'évocation de la dragée. « Tu penses que ça veut dire quelque chose? Je trouve étrange, » dit lentement Miss Marple, « qu'un bonbon soit cassé de cette façon et laissé intact. Les gens font rarement ça, sauf pour une bonne raison. Telle que... » Miss Marple sourit faiblement, comme si elle trouvait désagréable ou dangereux de finir. À ce moment-là, Raymond entra avec le dernier fragment de rumeur selon lequel la police avait retrouvé une visiteuse à Sir Alister plus tôt dans la semaine, une femme correspondant à la description de Madame Harcourt, bien que le policier qui l'avait rapportée ne puisse pas en être entièrement certain. L'idée ravive les rumeurs du quartier. À la tombée de la nuit, les conversations sur Marchmont Square avaient changé. Le nom de Madame Harcourt était désormais associé à des spéculations sur des réunions clandestines, des disputes d'argent et la vague mais irrésistible suggestion qu'elle avait plus à perdre que la plupart. Miss Marple, cependant, n'était pas encore prête à s'en prendre à Madame Harcourt. Elle avait vu trop de cas
où les soupçons s'attachaient à la mauvaise personne simplement parce qu'elle correspondait à l'humeur du moment. La vérité, elle le savait, exigeait une main plus ferme et souvent la volonté de regarder là où les autres ne regardaient pas. L'amande cassée, la fenêtre déverrouillée, la dispute murmurée, autant de fragments d'un motif qui se formait encore dans son esprit, mais elle sentait sa forme émerger, telle une broderie vue de dos, désordonnée, avec des fils se croisant à des angles étranges, laissant pourtant entrevoir une image cohérente de l'autre côté. Elle posa donc son tricot près de sa chaise, le regard calme, les pensées méthodiquement posées. Quelque part parmi ces détails mineurs se trouvait la clé de la mort prématurée de Sir Alistair Brent. Et elle comptait bien la trouver patiemment, discrètement, et sans que personne ne se rende compte à quel point elle était proche de le trouver. Au matin du 3e jour, l'air de Marchmont Square était chargé d'attente. Un vent vif faisait vibrer les dernières feuilles d'automne sur les pavés, et le facteur se retrouva à distribuer bien plus de lettres que d'habitude, la plupart contenant, soupçonnait Miss Marple, des récits hâtifs de la mascarade et de ses suites, à des amis et des proches avides de scandales de seconde main. Le commissaire Mallory n'avait fait aucune déclaration publique, mais ses visites commençaient à parler en sa faveur. Ce matin-là, il se présenta non pas chez Madame Durning, mais dans la maison haute et étroite de Madame Harcourt, au nord de la place. Son arrivée fut remarquée par plus d'un observateur attentif, et le fait qu'il soit resté à l'intérieur plus d'une heure fut interprété, avec une certaine assurance, comme la preuve que Madame Harcourt était désormais son principal suspect. Miss Marple, qui se promenait tranquillement sur la place à ce moment-là, ne se joignit pas au petit groupe de badauds qui s'était formé devant la boutique de modistes en face. Elle s'arrêta simplement près de la grille du jardin central, le regard rivé sur les chrysanthèmes fanés, mais l'oreille attentive au bruit sourd d'une porte se refermant en face. Lorsque Mallory apparut, son expression était grave. Il ne leva pas les yeux vers les visages curieux et ne fit aucun signe de tête polie. Au lieu de cela, il s'éloigna vers le commissariat, le col de son manteau relevé pour se protéger du vent. Miss Marple continue sa promenade, réfléchissant tranquillement aux implications. C'était une chose pour le commissaire de revoir un suspect, c'en était une autre de passer autant de temps avec lui. Soit il avait appris quelque chose de nouveau, soit il tentait de briser une résistance qu'il croyait présente. Mais elle savait par expérience que se concentrer sur une personne donnait souvent aux autres le sentiment d'avoir échappé à l'attention, et c'est alors que leur vigilance commençait à faiblir. Cet après-midi-là, elle rend visite à Madame Durning, qui l'accueille avec un mélange de bienvenue et d'inquiétude. « Jane, ça devient insupportable, » dit-elle en l'entraînant dans le petit salon. Mallory semble convaincu que Lydia Harcourt est à l'origine de tout cela. Je la connais depuis des années. Oui, elle peut être vive, voire difficile, mais un meurtre, c'est impensable. Miss Marple prit sa place habituelle près de la fenêtre, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Il serait imprudent, ma chère, de penser à l'impensable. La nature humaine est capable de beaucoup, si on la sollicite suffisamment. Madame Durning frissonna légèrement. Vous donnez l'impression que c'est inévitable. C'est rarement inévitable, dit doucement Miss Marple. Mais c'est souvent explicable, une fois qu'on sait quel fil suivre. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'Anthony Redmayne. Il paraissait moins tendu que la veille, presque joyeux, comme si l'intérêt apparent de Mallory pour Madame Harcourt avait apaisé sa propre anxiété. « Tant Elspeth, Miss Marple, dit-il en leur adressant un signe de tête, « je sors du bureau. Je pense que les choses vont s'arranger maintenant. » Mallory semble avoir pris sa décision. Miss Marple le regarda par-dessus ses lunettes. « Vous semblez soulagé, Monsieur Redmayne. » Il a souri faiblement. « Je ne peux pas le nier. Toute cette histoire a été épouvantable. »« Horrible, » acquiesça doucement Miss Marple. « Le soulagement peut être dangereux, non? Parfois, il rend les gens imprudents.
Le sourire d'Anthony s'estompa et il détourne le regard. Madame Durning, percevant un courant qu'elle ne comprenait pas, bien, changea de sujet pour aborder les détails banals de la maison. Mais Miss Marple gardait ce moment pour elle, certaine que l'aisance d'Anthony tenait moins à son innocence qu'à la conviction que le danger pour lui était passé. Plus tard dans la soirée, après le dîner chez Raymond, Joanne apporta à Miss Marple un petit paquet. Il venait de Margaret, la bonne. Elle ne voulait plus parler à Mallory, mais elle pensait que cela pourrait vous intéresser. Elle dit que ce n'est rien, mais bon, elle a insisté pour que je vous le donne. À l'intérieur du paquet se trouvait une serviette pliée, légèrement froissée. En son centre se trouvait un petit objet dur, une autre dragée, intacte celle-ci. Elle n'avait rien de remarquable, si ce n'est la légère odeur amère que Miss Marple percevait en la portant à son nez. « Ceci, dit Miss Marple à voix basse, n'est pas le genre de bonbon que l'on mange pour le plaisir. » Joanne parut surprise. « Tu veux dire que c'était le cas? Je veux dire, interrompit gentiment Miss Marple, cela pourrait expliquer pourquoi une amande est restée cassée et intacte. Ce n'est pas une preuve, mais c'est un pas. » Le lendemain matin, Mallory retourna chez Madame Durning avec une détermination plus affirmée. Mademoiselle Marple, alors installée à sa place habituelle dans le salon, entendit sa voix grave résonner dans le couloir. « Selon lui, nous disposons d'une déclaration indiquant que Madame Harcourt se trouvait à l'hôtel de Sir Alister 2 jours avant le bal. Le personnel de l'hôtel se souvient d'un échange houleux. La réponse de Madame Durning fut cinglante. « Si vous en êtes si certain, commissaire, pourquoi n'a-t-elle pas été inculpée? »« Parce que, dit Mallory, la certitude exige plus que la suspicion. » Miss Marple laissa la conversation se dérouler sans interruption. Elle commençait à entrevoir la vérité, non pas dans les traits audacieux de Mallory, mais dans les liens négligés entre les personnes impliquées. L'amende, la fenêtre ouverte, l'arrivée soudaine au bal masqué, la visite du notaire, tout cela formait un fil conducteur, et elle sentait qu'il se resserrait vers un même nœud. Mais pour l'instant, elle continuait à tricoter avec assurance et son visage serein. Le filet de Mallory, qui se rétrécissait, risquait d'attraper le mauvais poisson, et dans ce cas, il serait d'autant plus facile pour le bon de nager librement, à moins qu'elle ne soit prête. Et elle avait bien l'intention de l'être. Le lendemain, un ciel gris et morne se leva, de ce genre qui semblait peser sur les toits de Marchmont Square. Le temps convenait parfaitement à l'ambiance du lieu. Les gens circulaient plus rapidement sur les trottoirs, évitant les arrêts inutiles, et lorsqu'ils échangeaient quelques mots, c'était par de brefs regards par-dessus l'épaule. L'enquête était devenue un poids en suspens, et la nouveauté des spéculations commençait à se transformer en malaise. Miss Marple, cependant, ne ressentait pas une telle lourdeur. Elle avait toujours constaté que les conversations les plus utiles avaient lieu précisément lorsque les gens voulaient en dire le moins possible. C'était dans cette réticence, dans le ton réservé ou dans la réponse précipitée que les vérités se trahissaient souvent. Aussi, plutôt que de rester dans son salon, elle décida de se faire discrètement remarquer sur la place ce matin-là. Son premier arrêt fut l'épicier du coin, où Madame Vivian Lee Watson sélectionna des oranges avec un soin excessif. Miss Marple la salua aimablement, remarquant la fraîcheur des fruits. « C'est un plaisir rare à cette époque de l'année, » dit Madame Lake Watson en déposant 3 dans son panier. « J'ai pensé qu'un peu de lumière pourrait égayer la table. Après tout, il faut sauver les apparences. »« Oui, » acquiesça doucement Miss Marple. « Les apparences peuvent être un tel réconfort pour les autres, même si ce n'est pas toujours pour soi-même. » Le rire de Madame Lee Watson fut rapide, peut-être trop rapide. « Vous avez tout à fait raison, bien sûr. Pourtant, ce n'est pas un crime de vouloir que sa maison soit accueillante. » Miss Marple incline la tête, surtout quand on reçoit des visiteurs inattendus. J'imagine qu'il y en a eu quelques-uns ces derniers temps. Une lueur brilla dans le regard de Madame Leigh Watson,
mais elle se contenta de sourire et de dire « Vous êtes toujours aussi perspicace, Miss Marple », avant de faire son achat et de se précipiter dehors. C'était une réaction discrète, mais Miss Marple la remarqua. Une conscience coupable vacillait souvent à l'idée de visites surprises. De l'épicerie, elle se dirigea vers la grille en fer du jardin, au centre de la place. Là, elle trouva Owen Carfax assis sur un banc, un livre sur les genoux, mais sans le lire. Il le referma à son approche. « Mademoiselle Marple, dit-il, vous avez sans doute entendu dire que Mallory est très attachée à Madame Harcourt. C'est dommage. Je n'arrive pas à croire qu'elle aille bien, vous savez. » Miss Marple s'assit sur le banc à côté de lui. C'est gentil de dire du bien d'elle. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Carfax haussa les épaules. On se connaît depuis longtemps. On peut se disputer sans vouloir la mort de l'autre. C'est possible, répondit Miss Marple. Bien sûr que les disputes, mêlées à d'autres pressions, financières ou autres, peuvent parfois prendre une tournure bien différente. Carfax sourit, faiblement, mais elle voyait bien la crispation dans sa mâchoire. « Tu crois que je parle d'expérience? »« Je crois, » dit Miss Marple d'un ton doux, « que vous avez connu des moments où vous souhaitiez qu'une difficulté disparaisse. Ce n'est pas rare. » Il la regarda alors plus directement, comme s'il se demandait si ces paroles signifiaient quelque chose de plus. Au bout d'un moment, il se leva, s'excusa et s'éloigna, le livre toujours fermé à la main. C'était, aux yeux de Miss Marple, une autre réaction utile. À midi, elle était de retour chez Madame Durning pour un déjeuner tranquille. Anthony Redmayne était également là, lisant sa correspondance dans un coin. Il semblait à l'aise, même si ses regards vers la fenêtre trahissaient une vigilance inquiète. « Une matinée chargée, Monsieur Redmayne ?» demanda Miss Marple en s'installant dans son fauteuil. « C'est juste une question de routine, » répondit-il d'un ton léger. « Je trouve que le travail est une bonne distraction. »« Ah, oui, » dit Miss Marple, « mais les distractions peuvent aussi être un moyen d'éviter des pensées qu'on préférerait ne pas avoir. » Anthony rit doucement, plus poliment qu'amusé. « Vous avez une sacrée tournure de phrase, Miss Marple. Vous êtes toujours sur vos gardes. » Après le déjeuner, Miss Marple posa tranquillement quelques questions à Margaret, la femme de chambre, au sujet des tables de rafraîchissement du bal. Margaret confirma qu'elle avait réapprovisionné les desserts à plusieurs reprises au cours de la soirée et qu'au moins un plat de dragées avait été déplacé de la bibliothèque vers la salle principale. « Ému ?» demanda Miss Marple d'un ton curieux, mais sans agressivité. « Oui, madame, » dit Margaret. « J'ai trouvé ça bizarre, mais peut-être que quelqu'un le voulait plus près des chaises près du feu. Il était à moitié vide quand je l'ai sorti. »« À moitié vide, » répéta Miss Marple en classant le détail. Elle passa le reste de l'après-midi tranquillement à tricoter dans le salon de Raymond, tandis que Joanne s'occupait du courrier de la maison. Pour un observateur extérieur, la journée aurait pu paraître paisible. Pourtant, le soir venu, Miss Marple avait remarqué un subtil changement d'équilibre entre les personnages clés. Madame Leigh Watson était plus réservée, Carfax plus sur la défensive et Anthony Redmayne plus déterminé à paraître serein. Chaque réaction était un fil conducteur et elle commençait à entrevoir comment ils pourraient s'articuler. Ce soir-là, tandis que les lampes étaient allumées et que le brouillard commençait à s'installer depuis la rivière, Miss Marple prit son thé près de la fenêtre et observa le déroulement des événements. L'attention du commissaire Mallory sur Madame Harcourt pouvait être commode pour d'autres, mais la commodité s'accordait rarement avec la vérité. Les amendes, le déplacement du plat, l'heure de l'arrivée de Sir Alister et le mystérieux legs du notaire n'étaient pas des pièces détachées. Elles appartenaient au même puzzle. Elle ne savait pas encore exactement comment il s'articule, mais elle savait une chose. L'étape suivante ne serait pas d'insister davantage pour obtenir des faits, mais de poser le bon appât. Lorsque les gens croyaient avoir trouvé une réponse à une question, ils parlaient ou agissaient
souvent d'une manière qui en révélait bien plus qu'il ne le voulait. Et Miss Marple, avec la patience de quelqu'un, habituée aux longs hivers et aux jardins à croissance lente, était tout à fait prête à attendre que ce moment arrive. L'après-midi suivant, Madame Durning, cherchant peut-être à dissiper la morosité qui régnait sur Marchmont Square, invita un petit groupe de connaissances à prendre le thé. Ce n'était pas vraiment une Martineau. Sur la place, on avait envie d'une telle chose, mais plutôt d'un rassemblement discret, prétendument destiné à tenir compagnie dans des moments difficiles. En réalité, c'était exactement le genre d'occasion que Miss Marple attendait pour observer les principaux acteurs dans un cadre apparemment inoffensif, mais qui permettait de laisser prudemment de côté des remarques qui pourraient révéler plus qu'un simple interrogatoire. Les invités arrivèrent par 2 ou 3, la voix basse, leurs gestes marqués par la légère raideur de ceux qui se savent observer. Madame Harcourt arriva la première, son tailleur vert foncé impeccablement repassé, les mains gantées croisées sur son sac à main. Anthony Redmayne le suit peu après, le saluant poliment avant de prendre place près de la cheminée. Owen Carfax arrive le dernier, apportant avec lui une légère odeur de pluie venue de la place. Madame Vivienne Leigh Watson avait envoyé ses excuses et ses fiançailles ailleurs, affirma-t-elle, bien que Mademoiselle Marple soupçonnait son absence d'être délibérée. La table à thé était dressée avec une élégance admirable. Des gradins de sandwich et de scones, des assiettes de petits gâteaux glacés et, en écho au bal, 2 coupes en argent remplies de dragées. Miss Marple prend place. À côté de la plus petite, l'air doux, son sac à tricot à côté d'elle. La conversation s'engagea sur les sujets habituels